Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui reçue par une auteure que vous ne connaissez peut-être pas, mais j'avoue avoir été séduite par son ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui avec elle. C'est Meryl Rochon. Bonjour Olivia. Bonjour Meryl, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous. Que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un coup de cœur pour votre ouvrage, Le jeu des miroirs, publié chez Dangle. Je suis ravie. Je suis ravie, c'est mon bébé, donc ça tombe bien. Mais vous pouvez en être fière parce que j'ai fait de la psycho il y a très nombreuses années. Oui. Et je me dis, si les élèves pouvaient avoir accès à des livres semblables, ça serait tellement plus simple. Écoutez, effectivement, j'ai essayé de mettre tout ce qui m'a servi, tout ce qui a été mon histoire dans ce domaine, et de tout résumer dans un livre j'ai essayé assez complet en tout cas. Avant de parler du livre, je voulais parler un petit peu de vous. Oui. Alors comment une psychothérapeute, par exemple, peut devenir auteur d'un livre ? Quel a été votre parcours, votre déclic ? Alors, principalement, le déclic, c'est de transmettre. Parce que je trouvais le concept du miroir, de la projection, l'outil en tout cas, tellement utile, tellement ludique, tellement agréable à utiliser dans notre quotidien et une source d'autoconnaissance fantastique que j'avais envie vraiment de le transmettre, que les personnes puissent l'utiliser sans avoir à venir me voir et que je fasse le travail à leur place. Parce que c'est une méthode un petit peu qui est particulière, qui vous est propre, je dirais. Oui, enfin je ne l'ai pas inventé, mais je l'applique en France, c'est vrai que c'est moins commun, moins courant on va dire. Et donc c'était vraiment donner cet outil aux personnes qu'elles puissent l'utiliser en toute autonomie. Parce que le but de l'ouvrage est justement de mieux nous comprendre. Tout commence un peu presque comme un jeu de piste, puisque vous présentez le jeu comme un jeu, oui. Le jeu de mots. Oui. Donc, tout d'abord on parle du soi, oui. Ce qui est très intéressant. Parce que les personnes savent évidemment que l'inconscient prend une grande part, c'est 95% de nos pensées et autres. Selon les études, ça peut même aller jusqu'à 99%. Waouh, ah oui. Énorme, une part énorme. Donc l'influence de l'inconscient, de nos pensées, de nos émotions sur d'abord notre physique, par le jeu de la biochimie, mais ensuite par rapport à notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, du monde extérieur. Oui. Effectivement, cet inconscient, moi j'aime bien l'appeler le pilote automatique. Il dirige absolument tout à notre insu, quasiment. Et selon des lois, selon des programmes, selon des qui sont communs à tous, mais après, l'enregistrement de l'inconscient est unique à chaque individu. Donc connaître cet inconscient et connaître vraiment les réelles motivations de mes perceptions, de mes choix, de mes comportements, effectivement, après, on gagne en liberté et en vrai libre arbitre de notre aspiration profonde. Parce que vous parlez justement de disque dur et j'ai trouvé ça très très intéressant. Parce que quand on parle d'inconscient, il n'y a pas seulement l'inconscient collectif, les archétypes, Jung et autres, que tout le monde connaît, je suppose, mais vous évoquez également l'inconscient familial et l'inconscient individuel, dont on parle beaucoup moins. Oui. Alors l'inconscient familial, si vous pouvez en dire deux mots, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. En fait, l'inconscient, comme un disque dur d'ordinateur, je le résume en 4 couches. Alors, dans le livre, mais je ne l'ai pas inventé, donc l'inconscient collectif, comme vous l'avez très bien dit. L'inconscient familial, c'est tout ce qui a été vécu par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les ancêtres, et qui a été vécu de manière douloureuse. Donc comment ça va s'enregistrer dans l'inconscient? De manière associative. Je prends souvent un exemple, si j'ai une arrière-grand-mère qui s'est fait mordre par un chien et qui a failli mourir d'une septicémie, chien va être associé à danger. Et cette association va se transmettre de génération en génération. Donc oui, dès ma conception, je vais hériter des vécus associatifs qui ne sont pas une généralité, mais qui sont tels que ça a été vécu par mes ancêtres. Et donc, je vais les hériter et je vais les vivre. C'est ça qui va se passer pour prendre conscience de cette association et là, de pouvoir la reprogrammer ou libérer ou transformer. Et cela même à notre insu. Ah ben bien sûr, dès la conception. Après, je ne rentrerai pas, mais c'est un sujet intéressant pour les enfants qui ont été adoptés.
Parce que voilà, on a pu observer que les enfants adoptés recevaient donc toute l'histoire de la famille génétique, mais aussi de la famille d'adoption. Donc là, on rentre dans l'épigénétique. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, va déjà conditionner une énorme couche de l'inconscient de ma programmation. Après, la couche suivante, ça serait l'inconscient maternel. Là, on sait qu'on reçoit de l'information de l'inconscient de la mère déjà quelques mois avant sa naissance. Avant notre conception, et toute la gestation, et encore un an après notre naissance, puisque là, nous sommes encore un avec la mère. Donc, on est vraiment des éponges, je dirais, de téléchargement de l'inconscient maternel. Et puis, la dernière couche, évidemment, là, après, tout notre environnement familial, l'éducation, ce qu'on vit, etc. À 8 ans, on va dire que la grande majorité de cet inconscient est constituée. D'ailleurs, je rebondis sur le fait qu'un bébé perçoit et ressent bien avant la conception toutes les émotions de la maman. Oui. Parce que j'ai évoqué cela avec Lise Bartoli, je ne sais pas si vous la connaissez, voilà, lors de mon interview il y a quelques semaines. Oui. Donc c'était très très intéressant également. Oui. Ouais, c'est fantastique, c'est passionnant parce que quand on comprend mieux ce qu'a pu vivre la mère, même quelques mois avant notre conception, aussi le projet que j'appelle gestationnel ou le projet sens qu'a la maman pour cet enfant, on apprend beaucoup sur nous, effectivement. Et on peut se déprogrammer ou se libérer de quelque chose qui nous amène dans une mission qui n'est pas la nôtre. Oui, parce que vous évoquiez tout à l'heure l'exemple de la grand-mère qui a été mordue par un chien et qui en est morte. Finalement, un enfant a une peur viscérale d'un chien. C'est ça. Et on se demande, mais pourquoi ? Voilà, absolument. Donc, inévitablement, alors ce que je raconte, qui est cette association, cette donc croyance limitante, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, chien est associé à danger, va conditionner mon vécu. Et va faire que j'attire des situations de chiens dangereux. Vous allez me dire, non, ils ne sont pas dangereux, vous vous promènerez avec moi. Vous direz, oui, c'est vrai, tiens. Et donc, le fait que j'attire une situation me donne l'opportunité de prendre conscience. C'est vraiment pour ça que les situations douloureuses sont une source d'autoconnaissance et d'opportunité pour prendre conscience de cette association et m'en libérer. D'où l'importance aussi du transgénérationnel dont on parle beaucoup. C'est ce que vous mettez, vous utilisez. C'est absolument ça, c'est vraiment... Et biologiquement, on le retrouve la même chose chez les animaux. On prévient les générations suivantes d'un danger, mais qui souvent n'est plus réel. Donc finalement, les personnes continuent à vivre avec cette croyance de danger, avec des réactions qui sont inappropriées. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre conscience et s'en libérer. Pour faire suite, si on fait une suite un peu logique par rapport à votre livre, alors, c'est un ensemble de théories, de pratiques, puisque vous évoquez des cas pratiques que vous avez ou vécu d'ailleurs, que ce soit par vos patients ou par vous-même. Et ensuite, vous donnez des clés, des phrases, des questions auxquelles il serait bon de répondre pour nous aider à mieux nous comprendre. C'est ça, c'est les pistes un peu des questionnements qu'on peut se faire sur soi-même pour pouvoir aller chercher dans la bonne direction. Parce que on prend une situation, un conflit du quotidien, dire voilà, ça m'apprend sur cet inconscient, ça m'apprend sur moi, ce n'est pas l'extérieur, l'extérieur est une conséquence très très importante de ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, c'est des questionnements pour pouvoir mieux guider les personnes, pour dire voilà, qu'est-ce que m'apprend ce conflit sur moi ? Tout d'abord, je tiens à souligner qu'il est très simplement écrit, c'est-à-dire ce n'est pas un truc hyper compliqué, compréhensible par tout le monde, et tout le monde forcément va se retrouver à un moment donné, ou partout d'ailleurs, parce que j'ai trouvé ce livre passionnant, je l'ai lu, je l'ai relu, et je vais le relire, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, je vais décortiquer, trouver, il y a d'abord une sorte de la surprise, l'étonnement de se dire, tiens, ah oui, tiens, j'ai cette réaction, ah bon, et puis peu à peu, ça travaille, et je pense que plus on le lit, c'est vrai que je recommande souvent, c'est un peu un manuel. C'est pas quelque chose qui se lit comme un roman. On peut le faire d'abord d'une traite, mais après c'est vraiment un manuel et de revenir sur certains passages, de revenir sur certains questionnements. On n'a peut-être pas envie de faire tous les questionnements d'un coup, mais c'est quelque chose qui nous accompagne en fait. Ah oui. Oui, et justement, je vous disais tout à l'heure, je n'aime pas écrire dans les livres, mais j'ai mis des petits post-it pour pouvoir revenir sur des parties ou des sujets qui m'ont interpellée. Vous évoquez énormément de choses et vous évoquez également cette notion de miroir que j'ai trouvée passionnante. Alors ce miroir,
qui nous accompagne dans le quotidien, puisque c'est le miroir vis-à-vis de l'extérieur. Donc que ce soit nos parents, vis-à-vis du couple, vis-à-vis de l'argent, du travail, de l'amour. Et j'ai trouvé ça passionnant. Alors pour moi, c'est mon outil dada adoré et favori et que je trouve extrêmement simple quand on comprend le principe. Et c'était l'idée de ce livre, c'était vraiment que les personnes puissent l'utiliser. Alors justement, expliquez-nous le principe. Voilà, je ne l'ai pas inventé, hein, le concept de miroir. Déjà, Peirce, celui qui a créé la Gestalt, parlait de on regarde la fenêtre d'une maison et on croit voir l'extérieur. En fait, ce n'est qu'un miroir. Le miroir, c'est que tout ce qui va nous impacter venant de l'extérieur n'est qu'un retour de boomerang. En fait, nous émettons depuis cet inconscient une information et cette information nous revient. Donc nous, on voit la partie qui revient, mais on ne sait pas qu'on l'a émis. Oui. Voilà, donc grâce à ce retour perceptuel par nos sens, j'entends, je vois, je ressens, je peux comprendre ce que j'ai émis. Voilà. L'extérieur, donc je le dis souvent, n'est qu'une conséquence de l'intérieur. Je prends un exemple, je ne sais pas, très simple. Hier, toutes les relations dans lesquelles je suis me dévalorisent, me traitent mal, m'humilient ou me traitent comme si j'étais nulle. Voilà. Donc, en recevant cette situation extérieure, oui. Et je le dis dans le livre, il y a deux positions où je me place en victime. Alors, pauvre de moi, c'est le hasard, la malchance, je tombe toujours sur les mauvais numéros. Oui. Voilà. Et là, on va nulle part parce que finalement, on répète. On accepte la situation. On accepte la situation et on la répète. Ou je dis, qu'est-ce qu'il y a chez moi? Pas comportemental, hein. C'est très important, le comportement, ça serait 3%. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon inconscient, dans ce disque dur, qui fait que j'attire ce type de personnes et de traitement, on va dire. Et là, je peux prendre conscience que peut-être que je porte une basse estime de moi, qui me vient de mon enfance, de projets gestationnels ou des circonstances de mes parents, qui sont aussi innocents, mais qui ont pu me transmettre ce regard sur moi. Et donc là, je comprends que j'ai quelque chose à revisiter, à transformer, que j'ai une image de moi qui n'est pas la bonne, en tout cas qui me fait souffrir, et que c'est ce que les hommes me renvoient dans mes relations, par exemple. Donc vraiment de comprendre que tout ce que nous recevons, qui va créer un impact émotionnel sur nous, nous apprend ce que nous croyons, c'est une croyance, pas une réalité, ce que nous croyons sur nous-mêmes. Oui, ça confirme une croyance, après réelle ou fausse, souvent fausse d'ailleurs. Fausse. Oui. On va partir du principe que toute croyance mérite d'être visitée parce que va être, quoi qu'il arrive, limitante. Oui. Parce que, je l'explique, on a un champ infini de possibilités, toute croyance va limiter ce champ infini de possibilités. Comme les suppositions, justement. Les suppositions, troisième ou quatrième accord Toltec, je ne sais plus, oui. Mais évidemment. La supposition, ce n'est que l'ego qui va prendre l'information qu'il lui a déjà vécue, qui n'est qu'une toute petite proportion de toutes les possibilités, et qui va la projeter dans le futur. Lui, il n'a envie qu'on revive la même chose. Il veut avoir raison, il ne veut pas qu'on soit heureux, il veut avoir raison. Donc si je pense que ça va mal se passer, je préfère que ça se passe mal pour avoir raison. C'est aussi quelque chose qu'il faut éviter, c'est de se faire des suppositions et de projeter, ça ne sera qu'une projection du passé. D'ailleurs, vous donnez un exemple sur les suppositions qui est très, très clair. La fameuse, je crois, c'est une jeune femme qui a rencontré quelqu'un, qui ne l'appelle pas. Ah oui, ouais, les messages, ça, si vous voulez, parce que je pense que ça parlera à énormément de personnes. Oui. Ah, ça, les rencontres amoureuses ou les messages WhatsApp, qui laisse beaucoup à supposer, parce que souvent dans un message, on a un smiley, on a une phrase, ou on a une réponse quelques heures plus tard. Aucune réponse du tout. Aucune réponse du tout. Et donc là, ça laisse libre cours à l'imagination, mais qui n'est pas créatif, parce que finalement, on va reprendre ce qu'on a vécu dans le passé, surtout les mauvaises situations, l'ego, il adore ça, et on va les projeter dans le présent et dans le futur. En fait, nous vivons en permanence une répétition du passé par cette projection. Et donc c'est ça dont il faut prendre conscience pour s'en libérer et dire, en fait, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, je ne sais pas pourquoi il ne me répond pas, je ne sais rien, ça c'est une humilité que l'ego a du mal à accepter,
Donc j'accueille l'information de non-réponse ou réponse brève, ou en tout cas pas comme je souhaitais, parce que c'est là le problème. Mais je laisse le champ infini de possibilités qu'il était, c'est peut-être pas qu'il veut me quitter ou qu'il le téléphone était en panne, il a perdu son téléphone, il avait beaucoup de travail. Voilà. Je ne fais pas de supposition, je ne sais pas. Voilà. De rester dans le doute, c'est fondamental ça. Mais c'est beaucoup d'humilité, oui. Pour terminer là-dessus, puisque c'est le couple qui est évoqué par cet exemple, là j'ai trouvé très très intéressant également la façon de se dire qu'on est complémentaire à l'autre. C'est-à-dire qu'on attire, vous parlez des fameux pourcentages complémentaires, mais... Alors je vais vous donner aujourd'hui un scoop. Allez-y. Le deuxième est en cours sur le couple. Exclusivement. Ouais, ça sera justement parce qu'on reste un peu sur notre faim. D'ailleurs, on reste sur notre faim sur tout ce que vous évoquez parce qu'on a envie vraiment d'aller plus loin. C'est un peu l'idée. Effectivement, le premier était vraiment pour mettre les bases, on va dire, avec une partie théorique, explicative. Et le deuxième, alors c'est le sujet universel et c'est le plus passionnant et c'est celui qui occupe notre cœur, notre esprit, voilà. À tous. À tous. Et qui va conditionner beaucoup notre état d'âme, notre état de voir le monde et de se sentir, et qui est le plus bel outil justement de projection. J'aime bien dire le couple, c'est notre maître, c'est notre thérapeute, c'est le miroir le plus extraordinaire qu'on a à la maison, s'il est à la maison, et qu'on a une source d'autoconnaissance extraordinaire. Mais il faut savoir s'en servir. Donc c'est vraiment le deuxième, sera sur le couple, effectivement. Donc ces proportions, effectivement, j'explique que la partie consciente représentant une infime proportion, et dans l'inconscient, ce qui se joue, c'est que nous résonnons, donc c'est vraiment une histoire de fréquence, sur la même fréquence. Donc ce qu'on appelle attirance est qu'une résonance sur la même fréquence de deux personnes qui vont porter, alors même fréquence peut être une fausse croyance commune, une blessure commune, une culpabilité commune, voilà. Mais pour que ça s'attire, comme on a appris basiquement avec les aimants, c'est le plus et le moins qui doit coïncider. Et donc le couple va former une entité, un système qui donc va s'équilibrer. J'explique avec les proportions très simplifiées, mais nous sommes faits de tout et son contraire, donc du fort, du faible, du féminin, du masculin, du dépendant, indépendant, mais cette complétude que nous portons va se déséquilibrer dès notre plus jeune âge. Et donc le couple va permettre de compléter et de créer l'équilibre du système couple. Donc là, je prends un exemple très très simple, je crois personnel, je crois que c'est celui-là que j'utilise. Je vais en prendre un autre. Si je suis à 70% dans la responsabilité parce que mes parents condamnaient l'irresponsabilité et donc je suis à 30% dans l'irresponsabilité, je vais attirer une autre personne qui va être, voilà, pour faire un schéma simple, à 70% irresponsable. Et qu'est-ce qui va se passer? On va s'énerver. Exactement. Je ne vais pas supporter son irresponsabilité. Parce que son irresponsabilité, c'est ce que j'ai condamné chez moi, je finirai par le condamner chez lui. Voilà. Et en condamnant chez lui cette caractéristique, j'apprends qu'en fait, elle est également condamnée chez moi. Le problème qui se passe, c'est qu'on se bat pour qu'il ou elle devienne responsable. Oui. Ça marche pas. Parce que quand bien même il ou elle deviendrait à 50% responsable, avec mes 70, ça marcherait pas, ça ferait 120. Donc j'insiste et je le mets en gros, arrêtons de nous battre avec l'extérieur pour que l'extérieur change, mais grâce à ce qui nous est désagréable, je comprends mon propre déséquilibre et en réhabilitant mon moi irresponsable, retrouver mon équilibre 50-50, parce que oui, c'est nécessaire, que responsable, je vous assure que c'est pas très agréable, je me rééquilibre moi et ça m'apporte beaucoup plus de bien-être, je m'accepte dans mes moments d'irresponsabilité et en plus, c'est magique, ça risque de créer un rééquilibrage chez l'autre et d'un seul coup, tiens, mon couple est plus responsable, c'est merveilleux. Voilà. Mais là, je suis toute puissante sur moi. Arrêtons de nous battre, de changer notre couple. Et surtout, vous parlez également de ne pas transférer nos besoins sur l'autre. Alors, inévitablement, ce qu'on cherche chez l'autre, c'est qu'il remplisse nos carences. Bon, ça, on le fait tous, c'est
comme ça que ça fonctionne. On a tous des carences, c'est normal, aucun parent peut remplir tous les besoins de l'enfant. Et ces carences vont être vraiment ce qui va dicter notre comportement du matin au soir, de remplir ses besoins. Et le couple, sans le vouloir, on lui projette la responsabilité de remplir nos carences. On le fait tous, mais justement de prendre conscience de ce que j'attends chez l'autre, de ce que j'attends qu'il fasse, qu'elle remplisse, qu'elle me donne, qu'elle m'apporte ou qu'il m'apporte, et ben je prends conscience de mes carences et là, il y a un vrai travail de réappropriation de sa responsabilité, dire voilà, si ma carence est j'ai manqué d'affection, j'attends beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de gestes, ou par exemple j'ai vécu dans mon enfance une insécurité affective, c'est-à-dire chaud-froid d'un parent, comment il va rentrer ce soir, et donc j'attends de la sécurité affective, donc je lui demande à l'autre par exemple de me marier, de me confirmer qu'on va rester ensemble, de faire des projets pour me donner l'illusion finalement de sécurité affective. En comprenant ce que j'attends que mon couple, mon partenaire me donne, je comprends ce dont j'ai besoin. Et là, c'est à soi de se le donner. Alors là, la partie devient un peu plus compliquée. Comment on se le donne? Mais dans ma relation à moi-même, peut-être que effectivement, si l'autre m'envoie de l'insécurité affective, ma relation à moi-même, un coup je m'occupe de moi, un coup je me fais passer l'autre avant moi. Voilà, par exemple. Donc là, il va falloir que je corrige ça et me donner plus de sécurité affective. Je dis, c'est à nous d'être envers nous-mêmes le parent que nos parents n'ont pas pu être. Beau lien, belle transition, parce que je voulais laisser le couple, donc pour la prochaine fois où nous nous verrons au sujet de votre deuxième livre, et justement les parents. Quel rôle les parents? Le fameux miroir parent-enfant. La relation de l'enfant avec la maman, avec le papa, avec... les rôles que les enfants, que les parents font jouer à l'enfant, vous les listez tous, c'est pas étonnant, mais c'est très anxiogène quand on voit l'enfant. Oui, pardon. Pardon, non, vous avez raison. Et là, j'ai surtout mis en avant un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est celui de « Ces mères qui ne savent pas aimer ». Et j'ai trouvé le titre très courageux. Et là, je veux vraiment faire tomber un mythe parce que j'entends très souvent, parce que la maman revient systématiquement dans un travail sur soi, c'est inévitable. Et je voudrais vraiment faire tomber un mythe, on ne veut tuer personne, les mères sont innocentes. Mais oui, il faut tuer la mère pour s'émanciper émotionnellement de ce qu'elle nous a transmis. Je suis maman et nous, les mamans, notre fonction est de programmer justement cet inconscient de l'enfant. C'est naturel, moi, les mamans qui me disent « Ah oui, mais alors je vais transmettre ça à mes enfants. » Ben oui. Vous prenez un ordinateur et vous lui mettez aucun programme dedans. Prenez un enfant, on ne le programme pas, il recommencerait tout depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il n'y aurait pas d'évolution. Donc oui, l'évolution, c'est, voilà, je te donne, parce que moi, je n'ai pas pu faire évoluer, on va dire, puis à toi de le faire. Donc oui, nous programmons nos enfants avec ce que nous n'avons pas résolu. Avec notre regard sur eux, d'où le mensonge, nous sommes toutes des grandes menteuses et je le dis avec beaucoup d'humour parce que nous transmettons à notre insu un regard sur nos enfants qui parle plus de nous que de l'enfant, mais l'enfant va le croire. Donc toute cette programmation est nécessaire. Donc les mamans ne sont pas coupables. Mais le travail de l'enfant plus tard, ça sera de prendre conscience des programmes qui sont à revisiter et à jeter à la poubelle même. Voilà. Je ne suis pas cette personne que maman m'a fait croire que j'étais, par exemple. Donc c'est vraiment important de comprendre que les mamans, c'est notre fonction. Principalement, plus que les papas, dans le sens où les 9 mois et 1 an sont très puissants, et la relation mère-fille est très puissante. Le deuxième tabou que je veux faire tomber grâce au titre de ce livre, c'est que non, toutes les mamans n'ont pas des sentiments d'amour envers leurs enfants. Il faut arrêter ce tabou, parce que ce tabou a créé beaucoup de culpabilité chez beaucoup de mères. Et cette culpabilité est extrêmement toxique. Donc je dis, une maman, une bonne maman, c'est pas celle qui a des sentiments nobles, c'est pas celle qui en fait des tonnes pour ses enfants. C'est une maman qui s'accepte comme elle est. Et comme elle est, peut être non-amour maternel, non-capacité à donner de l'affection, non-capacité à plein de choses. L'enfant ne jugerait pas ça.
L'enfant, ce qu'il va mal vivre, c'est le jugement qu'on se porte. Donc cette culpabilité maternelle est une énorme toxicité. Et c'est ça le fléau. C'est de se juger, et donc l'enfant va entendre « c'est mal ». Alors que je ne me juge pas, lui il ne jugera pas. Et c'est de l'information. Non-affect, non-envie de passer du temps, non-capacité à même être maman. Mais si je l'accepte, l'enfant il est en paix avec ça. Par contre, la culpabilité de je suis pas assez, je n'ai pas fait assez. Petit détail, toutes nos culpabilités maternelles sont en fait des accusations que nous portons contre nos propres mères. Oui. Il faut le savoir, et là on a une piste encore une fois très intéressante. C'est si je m'en veux d'être absente pour mes enfants et donc je vais toujours être présente pour eux dans la peur d'être absente, c'est que j'ai souffert. Ça devient une maman étouffante. Bon, exactement. Et là j'en parle beaucoup justement. C'est que j'ai souffert de ma maman qui a été absente. Donc en fait je condamne ma mère absente, je condamne mon moi, maman absente, et je vais être dans l'excès de présence qui est plus de la peur que de l'amour. L'excès de présence, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, là, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui risquent d'arrêter la vidéo. Exactement, et je le dis, et j'insiste, les mamans font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont, mais d'en prendre conscience, la surprotection et l'excès de mère est dangereuse. Et vraiment, dans certaines formes d'excès, je parle même de maltraitance. Inconsciente, parce que l'enfant va entendre à travers la surprotection plusieurs choses. Il va entendre « je ne suis pas capable sans maman ». Maman n'a pas confiance en moi pour faire les choses seule. Maman ne veut pas que je me sépare d'elle. Donc les besoins de maman passent avant les miens. Et donc ça va empêcher l'enfant de s'émanciper et de s'envoler, ce que Jung appelait l'individuation. Voilà. Et donc je suis un peu virulente là-dessus, parfois je le dis, je me permets parce que je n'ai pas de jugement, mais parfois ça peut être une prise d'otage d'enfants qui restent toute leur vie attachés à la maman. Et cet attachement que nous portons à la mère n'est pas biologique. Chez les mammifères, regardez le temps que ça prend et après, oups, ils s'en vont. Et est excessif et nous empêche de vivre notre vie réellement. Donc les mamans avec beaucoup d'amour, de respect, maman, je te rends tes carences, tes besoins, c'est ta responsabilité, et c'est vraiment un échange de responsabilité, et moi je reprends la responsabilité de ma vie, de mes besoins, etc. Mais souvent, des relations mère-enfant, enfants qui sont adultes, continuent à vivre, je suis responsable des besoins de maman, mais j'attends encore que maman remplisse ce qu'elle n'a pas pu remplir dans mes besoins. Quand la maman a pris conscience de cela, le fait qu'elle en prenne conscience, est-ce que ça peut également, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport au couple, avoir une incidence sur l'enfant, quel que soit son âge? Alors, et sans lui en parler? Alors non, quel que soit son âge, non. L'enfant, comme je disais, son inconscient va être programmé à peu près jusqu'à l'âge de 8 ans. Si la maman prend conscience, moi ça m'est arrivé avec ma fille, d'en parler, elle me dit, bah tiens, ça vient de toi, c'est-à-dire c'est une transmission qui vient de toi. Elle avait 12 ans cette réflexion, et je lui dis, oui, effectivement, là c'est moi, il n'y a pas de culpabilité, je le reconnais. En plus, ne pas se sentir coupable permet d'autoriser les enfants à ressentir comme ils ressentent. Et elle me dit, bah à toi de me l'enlever. Je lui dis, non là ma chérie, je vais plus pouvoir, 12 ans. Donc je t'aide à en prendre conscience, maintenant c'est à toi de te libérer. Donc l'impact que la maman, de la transformation de la maman, de la prise de conscience sur les enfants petits, oui, hier j'avais une femme qui avait un bébé d'1 an, je lui dis là, tout ce que vous faites sur vous, ça sera ça en moins pour votre enfant, ça se transforme. Mais à partir de 8-10 ans, non. Là, l'enfant porte cette information. Quand bien même les parents changent à l'âge adulte, la programmation reste la même. D'accord. Par contre, ce que les parents peuvent faire, c'est dévoiler à l'enfant la prise de conscience. En parler, ça c'est fantastique.
Voilà, moi je n'hésite pas à le faire, je continue à travailler, découvrir cet inconscient et je le dévoile à mes filles. Tiens, j'ai pris conscience de ça, que je portais ça, que j'ai hérité de ça, que ça a été vécu dans l'histoire familiale, que ça a créé ça chez moi. Donc ça, en parler peut les aider à mieux se connaître elles-mêmes. Voilà. Ça, c'était vraiment passionnant. À propos de génération familiale, vous disiez que la première génération vit un drame. La deuxième, ah oui, voilà, ça c'est Anne Ancelin, hein, c'est une citation d'Anne Ancelin. Oui. Alors, c'est pas la première, c'est une génération qui vivra un drame. Première, pardon. Oui, oui. Ce qu'on appellerait le conflit programmant, qui a programmé. La deuxième le transmet et la troisième l'exprime. Pour pouvoir le résoudre, éventuellement. Exactement. Je fais une petite nuance. Dans ces transmissions, il y a toujours répétition. Donc peut-être que... j'invente, la grand-mère vit un drame de maternité. Oui. Elle a un mariage arrangé et malheureusement elle se retrouve enceinte de manière répétitive et elle vit un drame à chaque fois qu'elle doit se retrouver avec un enfant de plus, peut-être dans une situation précaire avec un mari qui n'a pas choisi. La deuxième génération transmet le drame mais va le vivre d'une certaine manière, peut-être symboliquement. Voilà, peut-être que cette fille qui a été conçue dans le non-amour et pas le contexte non-désir et le contexte approprié, peut-être qu'elle va le transmettre, mais elle va le vivre d'une certaine manière, peut-être avec une maternité difficile, une grossesse qu'elle n'arrive pas à avoir. Hein, j'ai eu des mamans qui souhaitaient consciemment avoir des enfants, mais qui n'arrivaient pas à tomber enceinte ou attiraient des hommes stériles ou voilà. Donc, ou ne trouvaient pas de partenaire, simplement. Donc, va peut-être avoir donc une forme d'expression, de résolution du conflit de sa maman. Et puis finalement, elle aura un enfant. Et cet enfant va l'exprimer dans un rejet de son propre enfant, où l'enfant sentira une blessure de rejet parce qu'il portera l'information inconsciente de la mère qu'elle rejette son enfant. Mais pas comportementale, hein, faut vraiment faire la différence. Donc finalement l'information se revit, mais souvent symboliquement. Mais c'est pour ça que pour une femme, je dis, regardez quand même comment votre grand-mère a vécu son histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ovocyte qui nous a fabriqués a été conçu dans les ovaires de la maman quand elle était dans le ventre de sa mère. Oui. Donc la façon dont la grand-mère a vécu sa grossesse de notre maman est très intéressante et peut se jouer dans notre vie actuelle. Et pour un homme, je dis souvent, regardez comment votre papa a vécu son enfance avec son propre père et comment votre grand-père a vécu l'expression du masculin. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire justement, parce que vous reliez effectivement l'enfant à la grand-mère, enfin la petite fille à la grand-mère et le garçon au grand-père. C'est pas systématique, mais dans une grande majorité des cas, on peut trouver de l'information. Oui. Alors sans rentrer dans les détails du transgénérationnel, là vous aviez évoqué l'adoption tout à l'heure. Oui. Quand on ne connaît pas, ou même sans avoir été adopté, oui. on peut très bien avoir perdu ses parents très jeunes, ou ses grands-parents, enfin bon, où il y a une sorte de secret familial, ce qui fait que l'enfant ou l'adulte d'aujourd'hui que vous recevez ne connaît pas forcément toute l'histoire, ou tous les pans d'une histoire. Comment ça se passe dans ce cas-là? Ça ne doit pas être facile. Comme l'histoire se répète, réelle ou symbolique, regardez ce qu'il connaît. Donc vous travaillez sur l'état actuel sans forcément connaître la source. Absolument. Je prends un cas qui m'est arrivé cette semaine. Fantastique. Une jeune fille me raconte une situation conflictuelle familiale où elle a eu un ami, elle avait des sentiments amoureux pour lui, mais il ne s'est rien passé, qui a mis la famille dans une situation très conflictuelle, il a fait une fraude. Et ça s'est su, et il y a eu une poursuite judiciaire, etc. Cet ami était noir. Et au bout d'un moment, je ne sais pas comment, elle me raconte que sa grand-mère a eu un conflit avec un homme qui était noir et que ses parents sont très racistes. Elle avait honte de me le dévoiler. Et là, regardez, je lui dis,
ce que vous vivez est une répétition. Et du reste, je crois que le grand-père voulait attaquer cet homme. Je lui dis, je peux déjà vous dire que cette grand-mère, cet homme, elle en était très amoureuse. Vous revivez exactement l'histoire. Bah, elle en était. On ne le sait pas. La grand-mère est décédée, personne ne nous le dira. On ne sait pas. Mais avec ce qu'elle a vécu, on comprend qu'elle rejoue exactement avec les mêmes acteurs l'histoire de sa grand-mère. Donc on peut supposer, alors oui c'est une supposition, mais que finalement le drame de sa grand-mère c'est de ne pas pouvoir vivre sa relation amoureuse avec cet homme. Donc pour dénouer, qu'est-ce qu'il faudrait faire? De prendre conscience qu'on rejoue l'histoire de notre ancêtre, de comprendre qu'il y a beaucoup de secrets, qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dévoilées. Qu'est-ce qui empêche de dire les choses? Le jugement. Une fois de plus, c'est le jugement, la honte, la culpabilité, etc. Donc c'est du jugement. Et de comprendre qu'inévitablement, ce secret, c'est comme si on mettait une information en boîte, et donc elle va rester l'information et se revivre, se rejouer. Donc en regardant ce que vit la personne dans ce qu'elle connaît, son enfance, sa vie actuelle, c'est pour ça que j'utilise moi en séance des bouts de vie, j'ai pas besoin de connaître toute l'histoire avec des scènes très précises, on peut dénouer ce qui a dû se passer au-dessus. Il faut ouvrir la boîte. Exactement. Et la boîte, on l'a là, dans notre quotidien. L'information est toujours là. Donc on peut dénouer ce qui s'est passé au-dessus. Quelque part, les personnes me demandent mais on a vraiment besoin de savoir, c'est l'ego qui veut tout contrôler, qui a besoin absolument de savoir ce qui s'est passé. Mais au niveau inconscient, c'est information. Donc, peu importe. On n'a pas besoin de savoir exactement les faits. L'information, elle est là, ici, maintenant. Donc, on peut la dénouer maintenant. Voilà. Tout à l'heure, nous parlions des parents. Et là, vous avez parlé de l'ego, la honte et autres. Ça me fait penser à autre chose que j'ai trouvé très intéressant pour les parents qui nous écoutent, ou pour les enfants d'ailleurs. C'est faire la différence entre le fait de décevoir un parent et la peur de ne pas être aimé. Faire une différence entre l'attente, le rêve des parents pour nous, enfin pour nous enfants, et nos rêves à nous. Voilà, ça aussi c'est un point qui est très important, je pense. Alors, je vais dire quelque chose de... Voilà. C'est entre nous, dites ce que vous voulez. L'autre jour, non, mais j'assume totalement. L'autre jour, on m'a dit que j'étais trop directe et que... mais c'était une critique très affectueuse qui disait, avec Meryl, on veut être vrai, on veut dire les choses parce que sinon on a peur de se faire taper sur les doigts. Et là, je vais le dire très directement. Nous décevons nos parents, nous avons déçu nos parents, nous les décevons et nous les décevrons. À partir du moment où on accepte ça, on est en paix. Pourquoi? C'est pas l'enfant qui déçoit ses parents. C'est les attentes qu'ont les parents qui ne peuvent pas être atteintes. Je suis parent et je vous assure que malheureusement, les parents ont des attentes inatteignables. Parce qu'on attend que nos enfants ne soient pas des êtres humains. Ça, on va le dire très simplement. Qui n'aient jamais mal, qui ne souffrent jamais, qu'ils aient toujours des bonnes notes, qui réussissent tout, que ce soit des robots. Voilà. Donc, à partir du moment où les parents, nous avons de toute manière des attentes, mais qui parlent de nous, inatteignables, tous les enfants déçoivent les parents. Voilà. Donc à partir du moment où on accepte ça, et qu'on ne cherche plus à ne pas décevoir le parent, finalement on est beaucoup plus libre et beaucoup plus en paix avec soi et avec nos parents. Donc il faut faire tomber le mythe de ne pas décevoir les parents. La deuxième chose, c'est que dans cette recherche qui est désespérée, qui est impossible puisque la déception des attentes est inévitable, finalement on passe à côté de sa vie. Oui. Je parle de cette enquête qui a été faite par cette infirmière et qui a fait une enquête sur les plus grands regrets de vie. Et le regret numéro 1, c'est de ne pas avoir vécu ma vie, mais celle que je croyais qu'on attendait de moi. Donc, effectivement, dans cette quête de ne pas décevoir, on va faire la vie qu'on suppose que nous... En plus, on risque de se tromper, que nos parents attendent de nous. Donc, comprendre que les déceptions qu'ont les parents de leurs enfants, de nous, déception parce que c'est une mauvaise note, déception parce qu'on n'est pas bien, on est malheureux, déception... Parce qu'on n'est pas doué pour le dessin, on n'est pas doué pour quelque chose, ou que... Oui. Voilà. Et doit être accepté. Voilà. J'assume
que finalement, c'est pas moi le problème. Une fois de plus, hein, c'est de se libérer de la culpabilité de l'enfant, que papa ou maman ont de leurs attentes. Ça, on peut pas l'éviter en tant que parent. Ont leurs attentes et ça appartient à leurs attentes. Mais moi, j'en suis une fois de plus pas responsable. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est... Et mes filles, on en parle et on en plaisante. Hein. Mais mes chéris, je suis désolée d'avoir des attentes, je ne peux pas l'éviter. Des attentes qui en plus parlent de moi, parlent de mon histoire, parlent de rêves inassouvis ou de choses qui me tiennent à cœur. Je faisais des séminaires avec les mamans et je leur demandais qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants? Qu'ils soient heureux. Alors déjà, évidemment, l'attente ne va pas être assouvie puisqu'on est heureux et malheureux. Donc déjà, c'est mal parti. Ça aurait pu être ma réponse, justement. Donc. Bien sûr, toutes les mamans. Qu'ils soient heureux, vous allez être déçus. Mais ce n'est pas l'enfant qui vous déçoit. Hein, voilà. Et puis la deuxième question, c'était, alors en fonction à qui on s'adresse, mais si votre enfant partait vivre à l'autre bout du monde, vous appelait une fois tous les 2 mois, allez renoncer à toutes ces grandes études et vendre des crêpes sur la plage, vous l'accepteriez toujours? Non, mais je pense qu'il ne serait pas heureux comme ça. Voilà. Donc les mamans, oui, nous croyons que nous savons ce qui est bon pour nos enfants. Non, nous savons ce qui est bon pour nous, mais pas pour eux. Donc accepter que ce qui est bon pour eux ne soit pas nos attentes, là on se libère, effectivement. On revient sur la notion de liberté de tout à l'heure. Voilà. Dont l'objectif du livre est aussi de nous libérer. Exactement. De nous libérer de carcans, de croyances, d'associations qui nous enferment dans une répétition, même si on ne s'en rend pas compte. Hein, je dis souvent, on a changé le décor, on a changé les acteurs, mais on revit les mêmes scènes. Hein, parce que l'inconscient nous fait interpréter selon la scène, la première qui a été enregistrée. Et effectivement, de prendre conscience nous amène aussi beaucoup plus à se connaître, donc la projection, le miroir, et se connaître, s'accepter. Finalement, on parle beaucoup de l'amour de soi, mais c'est quoi l'amour de soi? C'est accepter toutes nos parties, donc toutes les fragiles, faibles, pas capables, qui ne sait pas, qui ne contrôlent pas, voilà, toutes nos parties. Et finalement, s'accepter toutes ces parties, ce que j'appelle réhabiliter l'ombre, réhabiliter ce qu'on a condamné, nous permet d'être plus adaptés, parce que finalement, on a plus de personnalités qui peuvent s'exprimer dans toutes les circonstances, donc on est plus adapté, nous permet de retrouver la spontanéité de l'enfant. Voilà, ne pas utiliser les masques pour cacher des parties de nous parce qu'on ne les aime pas. Donc de retrouver cette spontanéité et nous permet d'être plus libres. Et c'est ça l'amour de soi finalement. Quel bel objectif. En fait, il faut reformater. Reformatons. Un peu le disque dur. Voilà, absolument. Reformatons le disque dur, mais pour ça, il faut le connaître. Et là, chaque situation du quotidien nous permet de mieux connaître ce disque dur. Oui, parce que là, je vous interromps, vous adaptez également, enfin, vous parlez également de l'argent, de l'importance de l'argent pour soi-disant être heureux. En fait, c'est pas grand-chose que 3%. 3% selon les études, 3%. Le travail, parce que finalement, ce qu'on peut vivre avec son père, en fait, on le vit avec son responsable, son chef, des collègues, voilà. Donc, on retrouve un petit peu... On retrouve, exactement. Par exemple, vous disiez tout à l'heure, quand on ne sait pas ou on ne se souvient pas des situations d'enfance, etc., regardez votre situation dans le travail. On a des sources. Et là, on est beaucoup plus objectif parce qu'il y a moins d'affect. Donc là, personne qui vient me voir, j'ai souci au travail. Et en fait, on voit que le travail n'est que, une fois de plus, un miroir d'une situation probablement personnelle et d'une situation qui a été vécue dans l'enfance. Voilà. Comme je dis, l'autre miroir, c'est la belle famille. On se permet avec notre belle famille des jugements qu'on ne se permettrait pas objectifs avec notre famille. Donc on a des sources pour mieux connaître ce dont on n'avait pas accès ou qu'on ne connaît pas, etc. Donc le travail, oui, c'est une source fantastique de comprendre plein de choses qui se jouent, où on joue des rôles particulièrement.
Et des répétitions, souvent. Donc là, je le schématise pour comprendre simplement. Nos collègues, très souvent, c'est les collatéraux, donc la fratrie ou le même niveau générationnel. Les employés, c'est les enfants ou enfants symboliques, les descendants. Et les supérieurs sont les parents ou autorités dans le système familial. Et donc, là, on peut comprendre plein de choses. Et j'ai vu beaucoup de situations avec des conflits avec des supérieurs qui étaient exactement les mêmes répétitions que des conflits avec un parent. C'est passionnant. Vous ouvrez vraiment toutes, les champs et les portes de possibles. Et je trouve ce livre vraiment, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est passionnant, vous allez adorer. Donc si vous vous intéressez à la psychologie, aux êtres qui vous entourent, à votre famille, à vous-même, vraiment, c'est une pépite. Alors, non seulement je vous invite à lire ce livre, à le décortiquer, à le lire plusieurs fois, mais également peut-être à faire appel à Meryl. Alors, parfois, on arrive à comprendre avec le jeu du miroir des situations de notre quotidien. Et puis, parfois, on est très aveugle pour soi-même. Je le dis pour moi aussi, même si je connais tous les mécanismes par cœur. Parfois, on est vraiment aveugle. Et là, oui, effectivement, on a besoin d'une aide externe pour pouvoir dénouer ce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est joué. Ah oui, parce que quand on a le déclic, c'est bien, mais après, on a envie aussi de dénouer la pelote. Ouais, moi, j'ai beaucoup de personnes qui l'ont lu et qui m'ont dit ça me permet d'avoir plus de clairvoyance sur certaines choses, mais en même temps, j'aime bien que vous fassiez le job à ma place, j'ai pas envie de le faire. Alors justement, à propos de job, donc, je mettrai vos coordonnées en description. On peut vous rencontrer en visio, en présentiel, comment ça se passe? Les deux, en visioconférence, ça marche très bien. Alors l'autre jour, j'ai vu une étude, je vous le dis, c'est tout récent, je n'ai pas vérifié, mais qui disent qu'il y a plus que l'impact d'une séance en visio est plus efficace. Je n'ai aucun que de visu. Que de visu. Voilà, pour les gens en tout cas qui ont le doute que la visio fonctionne. Alors je n'ai aucune source de cette étude, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, oui, je confirme que l'impact en visio fonctionne très bien et de vive vue au cabinet pour les gens qui préfèrent et qui peuvent se déplacer, bien sûr. Qu'est-ce que vous pourriez dire en conclusion? Quels conseils pourriez-vous donner, outre ceux que vous avez donnés pendant toute cette interview? Un petit mot pour la fin. Alors oui, je dirais que vous avez des maîtres précieux, extraordinaires autour de vous. Comme on a dit, que ce soit votre partenaire affectif, que ce soit les supérieurs hiérarchiques, que ce soit les parents, que ce soit vos amis, que ce soit surtout même les personnes qui vous ont fait le plus de mal. Vous avez vraiment des sources de connaissances et des maîtres qui sont venus vous faire vivre une situation malgré la difficulté ou douleur, mais qui vous ont donné une piste extraordinaire. Donc ne condamnons plus ceux qui nous font du mal, a posteriori, parce que sur le moment, il y a une réaction émotionnelle, mais essayons de comprendre ce qui s'est joué derrière pour mieux se connaître. Merci, c'est un très joli programme. Merci Olivia, c'est un plaisir. Je ne peux donc que vous conseiller de lire ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, vous l'aurez compris. J'espère que vous avez trouvé cet échange passionnant. Moi, ce fut le cas. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine rencontre. À bientôt. Au revoir.